Bonjour à tous, développement de l'actualité de ce samedi, à commencer par les titres. Insectes piqueurs, suceurs du cotonnier en Côte d'Ivoire, les jacides ont particulièrement impacté la production du coton dans plusieurs régions du Nord. La quasi-totalité des récoltes ont été détruites par une évasion de ces insectes. Hier à Korogo, le Premier ministre a visité des plantations victimes de cette situation. Patrick Achi a également procédé à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. Aller à la retraite ne sera plus perçu comme un moment de grande inquiétude et de fragilité, ce grâce au régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est le message d'Adama Kamara. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a conduit une mission à Paris en France. Il a eu une rencontre avec les diplomates et agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et puis, circulation perturbée à Yopougon ce samedi 5 novembre à la suite du mouvement d'humeur de certains chauffeurs de taxis communaux dits Waran et des véhicules de transport en commun appelés communément Gbaka. Les chauffeurs sont en colère à la suite du décès d'un des leurs abattu dans la soirée du vendredi 4 novembre 2022 à Jean-Paul II par un passager. Bienvenue à vous tous. On démarre avec les activités du Premier ministre. Patrick Achi s'est rendu dans des plantations de coton à Korogo. Des plantations menacées par des insectes dénommés jacides. Herman Guivet nous en parle. Poste d'observation de Koissé, route de l'Ata, département de Korogo. Ce champ de coton, comme plusieurs autres d'ailleurs, a perdu de son lustre. Le coton, l'or blanc, dans ces champs, est devenu aussi rare qu'une tombée de pluie en période de haute sécheresse. Le coupable désigné de cette situation, le voici, un insecte, le jacide, petit par la taille, mais grand par le désastre. Il passe d'une tige de coton à une autre au gré du vent. Cauchemar des cotonculteurs qui ne manquent pas de le désigner comme l'ennemi public numéro 1. Les jacides, nous les appelons les ennemis. On voulait prouver au ministre que nous sommes des braves paysans. Mais avec cette maladie, vraiment, c'est le contraire. Et ce sont ces dégâts causés par ces insectes, les jacides, que le Premier ministre Patrick Achi, à la tête d'une forte délégation, est venu constater. Il se fait ici expliquer l'ampleur de l'action dévastatrice de ces insectes sur les plants de coton et leurs répercussions sur les revenus des planteurs. Nous avons effectivement été instruits par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, qui a donc été informé de la situation qui prévaut actuellement dans le secteur du coton, de venir par nous-mêmes, après que le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture en charge du domaine, lui a fait un premier compte-rendu, de venir par nous-mêmes de voir l'ampleur de la situation, discuter avec donc l'interprofession coton, qui est structurée et assez bien organisée, il faut le reconnaître, afin d'identifier comment trouver une solution au problème des producteurs et des industriels à court terme, mais également avec le CNRA, c'est-à-dire les chercheurs, faire en sorte de trouver des solutions qui permettent que sur la campagne prochaine et les campagnes à venir, de tels phénomènes ne se reproduisent pas. Et je crois qu'après les entretiens que nous avons eus avec les uns et les autres, mais surtout le constat que nous-mêmes nous avons fait sur le terrain, je crois qu'on est capable de partir, je dirais, à Abidjan satisfait des informations que nous avons obtenues et lui transmettre fidèlement ce que nous avons vu afin que des décisions lui soient proposées pour décision. Face au constat que nous avons fait ici, je ne peux pas m'empêcher, en son nom, de dire aux populations que nous sommes avec elles et que cette situation le touche tout particulièrement et qu'il ne restera pas indifférent, il ne les abandonnera pas. Le contexte de sa vision, qui est la Côte d'Ivoire solidaire, le mot solidaire prend justement tout son sens dans notre présence ici. Si à des endroits ça va bien et qu'à des endroits ça ne va pas, il faut qu'ensemble on trouve le moyen pour que les uns et les autres s'entraident afin que toute la Côte d'Ivoire avance. En attendant qu'une solution soit trouvée pour résoudre le problème, la récolte du coton, cette année, se fera assurément au compte-gouttes. Le chef du gouvernement a également procédé à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. Capacité d'accueil, 1000 apprenants. On voit cela avec Herman Guivet. Le Premier ministre Patrick Achi
procède à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. L'édifice sera bâti sur une superficie de 13 380 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. De quoi réjouir le cœur des populations de la région du Koro qui ont tenu à traduire toute leur joie au chef du gouvernement. Un centre qui contribuera incontestablement à la valorisation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, le lycée professionnel de Korogo, qui sera bâti sur un espace de 13 hectares, sera doté d'un internat. C'est un lycée professionnel industriel, avec cette filière de formation très technique, sera doté d'équipements de pointe, ce qui nécessitera une formation accrue des formateurs et du personnel d'encadrement. Ces infrastructures serviront à délivrer les enseignements pour la formation diplômante et en alternance. Mais les locaux permettront également de déployer les activités de l'école de la deuxième chance pour les formations qualifiantes de courte durée avec une insertion professionnelle rapide. Enfin, compte tenu de la position stratégique de Korogo dans le développement régional, ce lycée aura aussi un caractère international et à ce titre accueillera des apprenants et apprentis de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même au-delà de notre région ouest-africaine. Un centre qui vient répondre aux besoins de formation des jeunes à venir de la Côte d'Ivoire. Oui, Korogo change, avance et se transforme. Korogo veut plus grand, plus haut, plus vite et Korogo a raison. En bâtissant des établissements de formation professionnelle dans de nombreuses agglomérations du pays, le gouvernement met en contact direct la formation de la jeunesse avec la réalisation de besoins de nos bassins d'emploi, en tenant compte le plus possible des activités et des économies locales, celles aujourd'hui et celles de demain. Le Premier ministre Patrick Achi a des mots particuliers pour les futurs apprenants. Ce qu'on est en train de construire, nous, vos aînés, sous le leadership du président de la République, c'est votre destin et votre avenir qui se construit. Vous êtes là pour savoir que c'est un lieu de savoir, que nous y avons mis du temps, de l'énergie, des ressources, pour que demain, vous puissiez faire mieux que nous. Et qu'après vous, les jeunes qui viendront fassent mieux que vous. Le centre multisectoriel de Korogo offrira des formations dans les filières suivantes: électricité et électronique, maintenance véhicules et engins, chaudronnerie et soudure, mécanique agricole, mécanique moto, bâtiments et travaux publics, fluides et transformation agroalimentaire. Et puis dans le cadre de la visite de travail qu'il a entrepris dans la région du Poro, le Premier ministre Patrick Achi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, a visité le CHR de Korogo. Une visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux en cours en prélude à la CAN 2023 que doit accueillir la Côte d'Ivoire dans les prochains mois. Les détails dans nos prochaines éditions avec Herman Guivet. On passe au coronavirus et au point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 5 novembre 2022 6 nouveaux cas de Covid-19, 9 guéris et 0 décès à la date du 5 novembre 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 87 830 cas confirmés, dont 86 970 personnes guéries, 829 décès et 31 cas actifs. Le 4 novembre 2022, 62 565 doses de vaccins ont été administrés. Autre volet de l'actualité, le président du Conseil régional du Sud Komoé, Eugène Akaouli, a rencontré le samedi 29 octobre dernier les populations de Bonois pour une séance de travail. Cette rencontre a permis au docteur Eugène Akaouli de partager les réalités que vivent les populations de cette localité. On voit cela avec Abou Sanobo. Une rencontre de travail qui a réuni le président du Conseil régional du Sud Komoé, Dr Eugène Akaouli, et les populations de Bonois. Rencontre qui a essentiellement porté sur le développement de la région du Sud Komoé. Les populations dans leur ensemble se sont engagées à poursuivre le développement de leur région à ses côtés et ont reconnu qu'avec le président de la République Alassane Ouattara, Bonois connaît un meilleur visage. Le président du Conseil régional du Sud Komoé a exhorté les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. C'est en toute liberté
que vous avez décidé de construire ensemble votre avenir autour de votre nouveau président. Soyez conscients de ce qui vous attend. Sachez travailler main dans la main dans l'union, la cohésion, qui vous seront évidemment bénéfiques et contribueront au développement de vos localités. Soyez des modèles incontournables et la fierté de vos aînés que nous sommes. Dr Eugène Akaouli a également rappelé les actions de développement menées avec le soutien des bailleurs et du président de la République Alassane Ouattara dans la localité de Bonoa. On en vient à la journée de la femme, journée internationale de la femme rurale, célébrée le week-end dernier à Bondoukou. Au patron de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a indiqué qu'un appui conséquent sera accordé aux femmes rurales. Herman Niamia. Elles sont près de 5000 femmes membres de 84 associations et groupements féminins de la région du Gontougo qui ont pris part à la journée internationale de la femme rurale célébrée à Bondoukou. Cette célébration a été encore l'occasion pour les femmes rurales d'exprimer leur détermination à sortir de la précarité et de privilégier leur autonomisation. Il est vrai qu'après le 8 mars, rares sont les régions et structures qui se soucient des femmes rurales qui contribuent pourtant à provisionner nos marchés en nourriture et nourrir les populations. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles, se tient aux côtés des femmes pour l'atteinte de leurs objectifs, a indiqué son directeur général. Dans le cadre du brigadier sur instruction de M. le ministre d'État, il a été mis en place dans cette région du Gontougo 400 hectares de maïs, 350 hectares de maraîchers, tomates, aubergines, coco, 150 hectares de manioc. Il y a eu des intrants qui ont été distribués pour soutenir cette production, 600 tonnes d'engrais. La femme doit être magnifiée pour son dynamisme et son engagement dans la société, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobina Kwasi Adoumani leur a donc promis des appuis substantiels dans le cadre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture Purga 2. Il a ainsi offert au cours de cette cérémonie 10 broyeuses mobiles avec générateurs, des dizaines de tricycles, des centaines de chaises et bien d'autres équipements. Ce que nous consommons, le riz par exemple, ce n'est pas nous qui le produisons. Il nous arrive de l'extérieur. Nous en sommes importateurs. Et ces initiatives nous amènent à assurer notre propre souveraineté en matière d'alimentation. Et c'est le combat que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est en train de faire. Le député de Bondoukou, Noël Kofi Maïzan, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans une trajectoire définie qui consiste notamment à faire l'inventaire des associations, les organiser, les structurer afin de leur permettre d'avoir une existence légale en fêtière pour bénéficier des ressources de l'État pour des appuis. Les premières journées ivoiriennes à l'île Maurice se sont tenues ces 27 et 28 octobre à Port-Louis, la capitale. Cet événement vise à renforcer la coopération entre Maurice et la Côte d'Ivoire, deux pays à fort potentiel du continent. Le thème, tisser des partenariats innovateurs pour une croissance partagée. Reportage. État insulaire d'Afrique australe, Maurice est situé dans l'océan Indien à l'est de Madagascar et au nord-est de l'île de la Réunion. Ce pays à fort potentiel touristique et agricole veut donner un coup d'accélérateur à ses échanges économiques avec la Côte d'Ivoire. Le commerce entre la Côte d'Ivoire et Maurice reste très minime, presque inexistant, et donc il y a du travail à faire. L'investissement aussi reste peu, mais les avantages que les deux pays offrent pour encourager les investissements sont là. Mon objectif est de saisir cette occasion pour donner des informations utiles à la communauté des hommes d'affaires de Maurice, afin de les encourager à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs investissements. Pour relever ce challenge, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, ayant compétence à Maurice, initie les premières journées ivoiriennes dans la capitale, Port-Louis. Notre pays, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a opté pour une diplomatie plus orientée sur l'éco-diplomatie par une action désormais axée sur une politique de promotion de la destination Côte d'Ivoire.
représentant la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, le ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana, donnent les enjeux de ces journées. Nous pouvons dire que la diplomatie ivoirienne se trouve désormais résolument axée sur la politique de promotion de la destination Côte d'Ivoire et l'origine Côte d'Ivoire, qui constitue une composante majeure de la feuille de route de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de Maurice ont paraphé un protocole d'accord qui boostera certainement la coopération économique entre les deux pays. Un commentaire de Konaté Moussa. La réunion régionale Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert vient de refermer ses portes à Marrakech au Maroc. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC, y était pour partager son expérience avec le ministre Paulin-Claude Danhou. Mama Traoré. Cette troisième et dernière journée de la réunion Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert OGPI est dédiée aux échanges entre acteurs de la société civile et des collectivités territoriales. Chaque pays a l'occasion d'exposer sur l'implication de ces deux forces vives dans l'animation de la plateforme OGPI. En Côte d'Ivoire, les mairies tiennent un rôle crucial dans l'idéal de transparence et de bonne gouvernance promu par le OGPI. Dans la logique de l'OGPI, il est vraiment important que nous ayons la proximité entre les gouvernants et les administrés et la population. Et de ce fait, toutes les collectivités locales peuvent jouer un rôle fondamental parce qu'elles ont la possibilité d'être beaucoup plus proches des administrés dans certaines régions. Le budget participatif qui a été expliqué à tout le corps social. Et nous, en tant que gestionnaires de cité, nous nous sommes appropriés cette problématique, cette vision du gouvernement, et nous sommes en train de la diffuser auprès de tous les acteurs, notamment auprès des gestionnaires de cité, auprès des maires. L'État de Côte d'Ivoire s'apprête à lancer son 4e plan d'action national OGPI, où il est attendu une part active des gestionnaires de cité. Cette réunion de Marrakech est donc une aubaine pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Toutes ces expériences partagées et les bonnes pratiques acquises, nous pourrons donc renforcer notre force de proposition au gouvernement dans la mise en place du prochain programme. C'est en 2015 que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert, ce, après avoir satisfait aux critères relatifs à la transparence budgétaire, à l'accès à l'information, à la déclaration de patrimoine et à la participation citoyenne. Le ministre Adama Camara présente la retraite complémentaire aux diplomates en France. L'ambassadeur et ses collaborateurs ont été instruits sur le fonctionnement et les enjeux de ce régime qui permet aux travailleurs de bonifier ses revenus en fin de carrière et maintenir sa qualité de vie. Serge Collier. Le régime de retraite complémentaire s'exporte au-delà des frontières ivoiriennes. Ce produit innovant de l'IPSAC Graeux se déploie au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Le ministre Adama Camara en est l'ambassadeur auprès des diplomates ivoiriens. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la ronde du social. Objectif, mettre en lumière la politique de protection sociale développée par le président de la République. Face aux diplomates et au personnel de la mission, le directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, Berté Abdraman, a présenté l'intérêt de la complémentaire. Elle permet notamment d'améliorer le niveau de la pension du retraité à travers une épargne sécurisée. Il s'agit de faire un effort de cotisation pour bénéficier d'une retraite confortable. Grâce à la haute vision sociale du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et avec le précieux soutien du gouvernement, l'IPSAC Graeux œuvre chaque jour dans l'intérêt des valeureux serviteurs de l'État pour faire de leur passage à la retraite une étape qu'ils abordent avec davantage de sérénité. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Bandaman, et ses collaborateurs adhèrent à cette réforme du système des pensions publiques. En Côte d'Ivoire, nous redoutons l'âge de la retraite. Et l'État de Côte d'Ivoire nous donne cette possibilité-là, avec la retraite complémentaire, qui peut constituer pour nous des pensions que nous avons tout le temps que nous vivons. Et en cas de décès, les ayants droit peuvent être bénéficiaires de cette pension-là.
Donc je viens de faire mon adhésion. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les efforts déployés par le président de la République pour offrir à ses concitoyens une politique sociale à visage humain. Le président de la République tient à ce que ses représentants dans les postes diplomatiques, lorsqu'ils rentrent au pays, ils rentrent avec le niveau de vie qu'ils avaient. Et la réponse, c'est la souscription à la complémentaire par capitalisation. Et je pense que les diplomates avec lesquels j'ai échangé ce matin ont bien compris le message du président de la République, ont bien compris l'intérêt que le président de la République attache à leur confort. Ils sont, eux, mieux placés que quiconque, parce que vivant dans le pays de la protection sociale. La France est l'exemple achevé de modèle de protection sociale réussi. Et le président de la République, dans sa capacité d'anticipation, a conçu ce qui fait la fierté de la France pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un des meilleurs systèmes de protection sociale. Les premières adhésions ont été enregistrées. Le produit suscite un engouement au sein de la représentation diplomatique. Des dispositions ont été prises pour permettre au grand nombre d'adhérer. Le processus va s'étendre progressivement à toutes les ambassades de Côte d'Ivoire. On le disait en titre, les chauffeurs de taxis communaux de Yopougon ont entamé ce samedi 5 novembre 2022 un arrêt de travail. Ils protestent après le crime d'un des membres de leur corporation la veille, après une altercation avec un passager, selon des témoins. Ces conducteurs réclament justice et une amélioration de leurs conditions de travail. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Djadji. Yopougon, quartier Sable, Bel Air, Selmer, nouveau quartier. L'absence des taxis communaux à ces zones et carrefours, réputés pour leur forte affluence, se fait remarquer. Ce matin, difficile de vaquer à ses occupations et de profiter du week-end. La marche reste souvent la seule issue. Moi, je suis sorti très tôt ce matin. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui s'est passé la veille. Donc, à mon retour, j'arrive à la gare Nord et j'essaie de venir sur Yopougon, impossible. Bon, franchement, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que depuis 7 heures, nous sommes encore dehors. On n'est même pas encore arrivé à destination. Malheureusement, bon, ça cause beaucoup de désagréments. Tout à l'heure, même, il voulait me rendre au niveau de Niangon, je n'ai pas pu. Donc, je retourne à la maison comme ça. Les conducteurs de taxis communaux ont rangé les clés de leur véhicule. Ils observent une grève après le meurtre la veille d'un de leurs collègues en situation de travail au carrefour Jean-Paul II. Protestations, sit-in se sont déroulées par endroits. Des véhicules de transport avec chauffeur VTC sont même refoulés au forceps. On essaye d'exprimer notre mécontentement pour dire que nous ne sommes pas contents. Parce que si à chaque fois, il faut tuer un chauffeur pour un oui, pour un non. Nous demandons pardon à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, la population en souffre, ils ne sont pas au courant, qu'ils nous comprennent. Et il faut que les autorités voient ça au clair. Sidibé, syndicaliste et transporteur, témoin des faits, revient avec ses amis sur les lieux du drame. L'individu est monté dans la voiture du chauffeur. Arrivé au carrefour Jean-Paul II, c'est un rond-point que les chauffeurs tournent pour dire. Bon, en tournant maintenant, il dit qu'il ne faut pas, le chauffeur va tourner. Et c'est dans les discussions, le chauffeur, pour ne pas que ça aille loin, le chauffeur est descendu de sa voiture pour qu'il puisse descendre pour aller. Et donc c'est dans ces échanges-là, en même temps il a fait sortir son arme et puis il a tiré sur le chauffeur. À Atekoubé, quartier Mossikro, c'est ici que vit la famille du défunt chauffeur. La victime était marié et père de 2 enfants. Parents, amis et collègues, tous réclament justice. Moi, ce que je demande à l'État, il faut que la justice soit faite. Le jeune, il a 2 enfants, il a sa femme. Il n'a rien fait. Il faut que la justice soit faite pour servir de leçon aux autres qui veulent faire autant. Merci. Le suspect serait entre les mains des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent afin d'élucider les circonstances de la tragédie.
Autre volet de l'actualité, l'entreprise aurifère de la ville de Iré, en partenariat avec les autorités administratives du Lodjibois, ont initié récemment une opération de planting d'arbres dans les réserves botaniques du village d'Agbaou, dans la localité. Cette initiative vise à développer ses actions citoyennes et à promouvoir la protection des forêts. Jean-Marc Ndjadji. Les agents du groupe minier d'Iré, en activité sur les 28 hectares des 2 réserves botaniques de Dekpa et Dekpa Extension. Ici, 200 arbres d'espèces protégées sont plantés. Une initiative de l'entreprise minière de la localité qui vise à préserver les espèces animales et végétales de la région. On a voulu prendre vraiment une empreinte verte, résolument verte. Donc, en plus de l'opération d'aujourd'hui, 200 espèces rares vont être plantées dans le cadre de cette célébration. L'occasion est bien choisie pour les populations d'Iré pour honorer l'entreprise aurifère pour son action citoyenne et de célébrer ses 3 prix d'excellence 2022 dans le secteur des mines. L'entreprise minière s'est vue récompensée par l'État de Côte d'Ivoire pour son respect total des obligations fiscales, sociales et environnementales. Les forêts Dekpa et Dekpa Extension s'inscrivent dans le cadre du projet vert de la mine d'or d'Agbaou à Iré. Le jeudi 19 octobre 2022 s'est tenue une réunion à la Sodefort à l'initiative d'Antoine Nizako, PCA de la Sodefort et président de la conférence des PCA, des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Ndjadji était à cette rencontre, son reportage. Élu le 21 juillet 2022, président de la conférence des présidents de conseils d'administration des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique de Côte d'Ivoire, Antoine Nizako, a procédé à la présentation de son bureau de 14 membres. Sa mission, valoriser et donner une meilleure visibilité à la fonction de PCA, essentielle au sein des différentes sociétés d'État. Il était normal que je réunisse les PCA pour leur expliquer notre rôle, qu'ils avaient peut-être partiellement, et surtout l'objectif que nous dégageons. Nous sommes une association qui va porter ses fruits. Nous sommes professionnels, que nous représentons la personne suprême de la nation, le président de la République. Et c'est pour cela que, de manière générale, notre comportement, qui est majoritaire aussi, doit refléter la raison de notre existence dans une société d'État. Cette réunion a également permis aux participants d'établir un plan d'activité conforme au statut de l'association qui se veut fraternelle et évolutive. Aujourd'hui, il est demandé au PCA d'assumer l'autorité avec la grande diligence et le respect des règles et suivant les principes de gouvernance mis en place. Donc pour nous, c'est un enjeu capital. La conférence des PCA a été créée en 2016. Elle compte à ce jour 82 membres. Dans le reste de l'actualité en France, Jordan Bardella a été élu samedi président du principal parti d'extrême droite, français, Rassemblement National, et succède à la dirigeante sortante, Marine Le Pen, arrivée 2e à la présidentielle française en avril. Il est le premier chef de ce parti en dehors de la dynastie familiale des Le Pen. Jean-Marie Le Pen a fondé le Front National en 1972, devenu Rassemblement National sous la baguette de sa fille Marine Le Pen. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.